Bonjour à tous et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce premier webinaire Premium des rédactions de La Vigne et de Vitisphère, qui est dédié aux perspectives commerciales export pour l'année 2022. Donc, il s'agit de la première session de rendez-vous que nous vous proposons pour échanger de manière approfondie sur des sujets économiques et techniques. Réservé aux abonnés Premium de Vitisphère, ce contenu est ouvert pour cette première session à nos lecteurs pour vous convaincre de vous y abonner. Je suis Alexandre Abellan, rédacteur en chef de Vitisphère, et j'animerai cette séance dont le sommaire est le suivant. D'abord, nous tirerons les enseignements des performances des vins français sur le marché export en 2021 avec Adrien Boussard, le référent sectoriel vin de Business France, qui peut allumer sa caméra s'il le souhaite. Ensuite, se tiendra un échange avec 3 opérateurs experts de l'export pour dessiner des pistes de développement en 2022. Donc, je les invite aussi à allumer leur caméra quand ils le souhaitent. Il y a Antoine Couillabin-Loiselier, qui est le responsable export de l'agence Wine for Trade. Il y a Camille Rolando, agente de vigneron sur le marché britannique, et Xavier Vignon, œnologue conseil, négociant et vigneron dans le Rhône. Et au terme de ces échanges, il y aura un temps de questions et de réponses avec vous, auditeurs. Donc pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Vous pouvez taper votre question, indiquer éventuellement à qui elle s'adresse. Ensuite, vous envoyez, je me chargerai de poser les questions, éventuellement de les regrouper, celles qui portent sur le même sujet. Vous pouvez aussi télécharger la présentation qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à cliquer dès maintenant, notamment pour les chiffres statistiques qui sont présentés par Adrien, qui peuvent être assez denses. Donc juste pour prendre le temps de commencer, que tout le monde se connecte, vous pouvez prendre quelques instants pour vous présenter. Donc à vos claviers, vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, et ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Si voilà, vous avez des demandes particulière sur des marchés que vous avez en tête, des produits spécifiques que vous souhaitez lancer et que vous souhaitez particulièrement voilà, mettre en avant. Voilà. Si vous avez des questions vraiment sur l'export, c'est maintenant que vous pouvez commencer déjà à les poser. En tout cas, on vous remercie tous d'être présents. On est sur 400 inscrits à ce premier webinaire, donc ça montre tout l'intérêt pour l'export, notamment après donc les annonces la semaine dernière des très bons chiffres que va nous présenter Adrien dans quelques instants. Donc là, voilà, vous pouvez encore envoyer vos messages donc voilà, pour présenter vos vignobles, la région où vous êtes, ou même votre métier, si vous êtes agent ou si vous êtes distributeur sur d'autres marchés, ainsi que vos questions et attentes particulières sur ce webinaire qui, j'espère, répondra à toutes vos attentes. Et pour ceux qui ont des difficultés, sachez que ma consoeur Marion Baziro, journaliste sur le site Vitisphère, est là pour vous assister. Donc n'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés, elle vous aidera pour avoir tous les éléments. Merci déjà pour vos premiers messages. Je vois effectivement on a des intervenants de très nombreux vignobles avec des demandes très spécifiques et des attentes aussi très variées. Donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes. Et déjà, on va commencer dès maintenant avec les statistiques présentées par Adrien Boussard, donc référent sectoriel à Business France. Adrien, je te laisse expliquer. Écoute, merci beaucoup Alexandre de m'avoir invité à ce webinaire. Donc effectivement, je suis conseiller référent sectoriel à Business France sur les vins spiritueux, bière et cidre aussi également. Donc voilà, alors il y a quelques animations. Alexandre, il va falloir cliquer au fur et à mesure pour qu'elles apparaissent à l'écran. Donc les chiffres ont été révélés effectivement la semaine dernière lors de Wine Paris, Villexpo Paris. Et on est sur une année record, vraiment en termes de valeur, que ce soit par rapport à 2020, forcément qui était une année en berne due à la crise sanitaire, mais aussi par rapport à 2019. Donc pour les vins, on a atteint en 2021 11,1 milliards d'euros, soit plus presque 27% par rapport à 2020 et plus 13% par rapport à 2019. Concernant les spiritueux, on a expédié pour 5,1 milliards d'euros de spiritueux, soit plus presque 30% par rapport à 2020, et on est sur quelque chose d'un peu plus cohérent, on va dire, par rapport à 2019, on est sur du plus 5%.
Donc on est sur un total de vins exportés de 16,2 milliards d'euros. Donc ce sont des très beaux chiffres, hein, plus 28% par rapport à 2020 et plus 10% par rapport à 2019. À noter quand même au niveau des vins que sur toute cette valeur de 11,1 milliards d'euros, il y a environ 5% de la valeur exportée qui sont des vins non français, notamment des VSIG États membres, qui sont des vins embouteillés en France et qui sont vendus sous le nom de vins de la Communauté européenne. Au niveau de la répartition du vin sur la valeur, effectivement, les vins français les exportations françaises sont portées par les champagnes, en premier avec 32% de la valeur, suivi des Bordeaux, 21%, et de la Bourgogne, 11%. Et après, on a d'autres plus petites appellations. Concernant les spiritueux, sans surprise, le cognac représente environ 70% des exportations françaises. Donc après, les autres eaux de vie de vin, on a de l'Armagnac qui représente 0,5%, des eaux de vie de vin françaises 1%. On a le brandy, maintenant les brandys français que l'on peut suivre également au niveau de la... Alors c'est moins valorisé que le cognac, effectivement. Mais on va aller voir plutôt du côté des volumes, parce que ça se comporte très différemment. Sur les volumes, on est effectivement sur voilà, des exportations depuis 20 ans qui sont, on va dire, entre guillemets, stables. On a connu quand même quelques crises, mais globalement, ça varie entre 12 et 16 millions d'hectolitres de vin exportés depuis 20 ans. On tourne autour des 14 millions en général. Donc sur 2021, c'est plutôt une année assez correcte. On a 14,6 millions d'hectolitres de vin exportés, soit quasiment plus 8% par rapport à 2020, et plus 2,5% par rapport à 2019. Donc on est en année légèrement en légère croissance en tout cas. Pour les spiritueux, on est sur du 2 millions d'hectolitres d'alcool pur exporté. Donc on est toujours sur un plafond de 2 millions d'hectolitres d'alcool pur en fait depuis 20 ans à peu près. Donc on est en belle augmentation par rapport à l'année passée et on est à plus 3,1% par rapport à 2019. Donc globalement, pour le vin, les exportations, elles sont, comme je disais, entre guillemets, stables depuis 20 ans et elles dépendent notamment des récoltes à l'année N-1. Sur les volumes, la répartition des appellations, des catégories, pardon, ce sont les IGP françaises évidemment qui amènent les volumes de vin exportés, des exportations françaises de vin vers le haut avec 24% des volumes, suivi de Bordeaux avec 13%, les AOP Bordeaux, et suivi des vins de France, cépages et sans cépages qui représentent à eux deux quasiment 13% également. Également, on a les champagnes avec 9% et une partie de vin. Alors les vins non français, entre guillemets, représentent quand même un bon volume qui est de 10-11%. Voilà sur la partie valeur et volume. Ah, voilà, pardon, les spiritueux, j'oubliais. Donc là, les cognacs représentent toujours une grosse partie avec 31% des volumes, suivi de la vodka française, mais pas uniquement. C'est difficile à identifier de voir ce qu'il y a comme produit, si c'est de la vodka française ou étrangère. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les brandys français qui représentent 13% des volumes, les autres eaux de vie de vin françaises, 3%, un petit peu d'Armagnac également. Voilà pour les volumes. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose sur l'évolution du prix du vin à l'export. Donc là, on a les top 10 marchés du vin en France. Et effectivement, il faut savoir que dans la valeur, elle a augmenté plus rapidement que les volumes en 2021. Donc on est à plus 26% en valeur et plus 8% en volume. Donc ça mène à un prix du vin français exporté au niveau mondial à 7,57 € le litre en 2021. C'est plus 17% par rapport à 2020 et plus 10% par rapport à 2019. Donc ça, c'est dû à plusieurs facteurs, notamment à la valorisation de certaines catégories de vins qui tirent les prix du vin français vers le haut. Le vin, il est vendu plus cher sur certains marchés matures. Alors, par exemple, là, on a un exemple flagrant, c'est Hong Kong. On est sur du 45 € le litre exporté vers Hong Kong. Notamment, c'est porté par les grands crus de Bordeaux. Pour la petite anecdote, les vins français exportés, les vins de Bordeaux en tout cas exportés depuis la France vers Hong Kong, ils sont à 52 € le litre. Et depuis le UK, ils sont à 300 € le litre. Ça, c'est le petit détail, c'est que le UK est une place de vente aux enchères. Donc, ils achètent les grands crus de Bordeaux qui eux-mêmes revendent au marché hongkongais.
Pour revenir sur les raisons pourquoi il y a une augmentation du prix, il y a une augmentation aussi des coûts de production qui vont plutôt se ressentir sur 2022, mais aussi du transport qui amène un prix de vente départ cave un peu plus élevé. Et petite note, alors est-ce que tu peux cliquer? Ouais, voilà, c'est l'inflation qui est à prendre en compte quand même depuis 2002, entre 2002 et 2021, selon l'INSEE, on a plus 28% d'inflation. Donc un prix qui était à 3,68 € pour le total vin exporté dans le monde, il serait équivalent aujourd'hui à 4,78 €. Donc quoi qu'il en soit, en 20 ans, le prix du vin a pris plus 58%. Voilà, c'était la petite touche économie. Maintenant, on va passer à notre top 20 des marchés de la France en valeur. Alors bon, c'est un tableau un peu barbare que j'ai sorti d'Excel, mais je le trouvais assez pertinent, notamment pour comparer les valeurs 2021 versus 2020 et 2021 versus 2019. Concrètement, tous les marchés export de la France ont connu des croissances à deux chiffres en 2001 versus 2021, et par rapport à 2019, c'est extrêmement bien comporté aussi. Donc c'est une très belle année de reprise pour les exportations françaises sur nos marchés prioritaires habituels, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne. Donc une petite mention particulière à la Corée du Sud, on va l'évoquer un peu plus lors de la table ronde, qui a surperformé ces 2 dernières années, donc avec une adaptation des temps de consommation. Il y a un public qui s'intéresse de plus en plus au vin là-bas, malgré que le marché online soit on interdit effectivement l'achat de vin en ligne, c'est juste du click and collect. Je voulais aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que là, on se concentre que sur les exportations directes de la France, mais il faut aussi se tourner du côté des importations, c'est-à-dire des données d'importation des pays. Et il y a des marchés qui peuvent ressortir, qui sont assez intéressants, notamment la Russie et la Norvège. Normalement, la Russie, c'est notre 40e marché en exportation directe. Mais il faut savoir que dans la réalité, dont on exporte, je ne sais pas, 20, par exemple 20 millions d'hectolitres, et dans la réalité, eux, ils importent 200 millions d'hectolitres de vin français. Donc, dans la réalité, c'est le 16e marché pour la France. Et ça, c'est dû aux plateformes de réexportation que sont la Lettonie et la Lituanie qui réexportent 90% des volumes de vin français vers la Russie. Idem avec la Norvège, c'est normalement notre 31e marché export en valeur, mais dans la réalité, tout passe par le Danemark, et, enfin une grosse partie passe par le Danemark, et c'est notre 17e marché. Donc voilà, c'est des marchés sur lesquels on pense pas tout de suite, on n'identifie pas tout de suite du côté des marchés export, mais voilà, c'est dans notre top 20 et c'est clairement des marchés challenger à considérer pour les personnes qui sont aguerries, en tout cas à l'export. On va passer du côté des volumes. Alors, le classement des volumes est très différent du classement valeur. Donc, en tout cas, c'est une année qui est globalement bonne par rapport à 2020 et 2019, mais avec des chiffres, j'ai envie de dire, plutôt connectés à la réalité par rapport à la valeur. Donc, on est de l'ordre de plus de 2,5% par rapport à 2019 sur les volumes exportés dans le monde. Donc, les volumes se sont comportés différemment sur certains pays. Notre premier marché, par exemple, l'Allemagne, a vu ses volumes de vin français importés baisser, notamment dû à un intérêt des Allemands pour leur production nationale de vin blanc. Alors, les vins rouges français ont toujours bien continué à s'exporter, mais les vins blancs, ils ont diminué. Les États-Unis dépassent le Royaume-Uni en 2021, donc il y a vraiment un signe de forte reprise aux États-Unis, notamment avec l'explosion du e-commerce. Le UK, alors il a fortement accumulé des vins en 2019 et 2020 en prévision du Brexit, ce qui a compliqué notamment la tâche de nos exportateurs ces dernières années. Et donc 2021, on est un peu effectivement en retrait, donc on est à moins 9% par rapport à l'an passé et moins 4,5% par rapport à 2019. Et enfin, je dirais un petit mot sur les exportations françaises en Chine, qui ont repris vraiment par rapport à 2020, mais le Chili reste le premier fournisseur de vin en volume avec 30% de part de marché. La France en a 27%, donc on est quasiment égal. L'Australie, elle a quasiment disparu du paysage chinois suite aux sanctions économiques imposées par le gouvernement au vin australien. Il faut noter que la Chine, elle est encore loin d'avoir retrouvé ses volumes importés en 2019-2020. Je dirais qu'il y a encore 20% des volumes qui n'ont pas été retrouvés au niveau des importations. Quoi qu'il en soit, ces volumes qui ont exporté ont progressé moins rapidement que la valeur,
Donc il y a une valorisation du vin, donc premiumisation et ou augmentation des prix du transport et des coûts de production. Donc il y a 2 raisons effectivement qui peuvent jouer sur ces chiffres, donc il faut effectivement bien les remettre en perspective. Voilà, j'ai fait quelque chose de très rapide au niveau des classements, donc on va aller un peu plus dans le détail par la suite. Je terminerai ma présentation par il y a le programme France Export effectivement qui détermine des destinations prioritaires pour aller exporter. Donc il y a tout un agenda vin et spiritueux que vous pourrez retrouver dans la présentation. S'il y a des marchés qui vous intéressent, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter et à poser vos questions. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je laisse la parole aux autres experts. Merci beaucoup Adrien pour tous ces chiffres et effectivement ces analyses, notamment sur les enjeux de valorisation. Ça me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble des exportations hexagonales en 2021 et de premières pistes aussi pour 2022. Donc nous allons effectivement poursuivre avec les 3 opérateurs des vins français donc, que j'invite à intervenir. Donc je remercie à nouveau pour leur disponibilité, vraiment Antoine Couillabin-Loiselier, Camille Rolando et Xavier Vignon. C'est vraiment très aimable à vous d'avoir pris le temps d'être disponible. Peut-être une première question. On a évoqué finalement une reprise très forte et très globale des exportations françaises sur les principaux marchés export en 2021. Pour votre part, Monsieur Vignon, votre première destination est la vente en ligne. Qu'est-ce que la crise Covid a changé pour le online? Effectivement, ça a été un marché hyper dynamique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y avait déjà des consommateurs bien établis avec des outils de communication qui ont fait que le contexte a été super favorable en termes de logistique, livraison. Les consommateurs existants ont démultiplié et ont progressé largement. Et puis, ça a bien évidemment construit un nouveau mode de consommation pour certains qui étaient sur d'autres marchés. Avec une fidélisation et vraiment un dynamisme qui a vraiment changé. Nous, on est sur le online, je dirais, depuis une dizaine d'années, mais l'avant et l'après-Covid, on est dans deux mondes parallèles et complètement différents à la fois. Si je ne m'abuse, vous aviez évoqué, quand on a préparé cet échange, les enjeux d'exclusivité par rapport aux autres réseaux, notamment en grande distribution de trad. Ça peut être un enjeu, on va dire, à vraiment avoir en tête quand on se développe sur le online. Effectivement, on avait surtout avant, ce qui a changé, c'est que le online avait une étiquette, était étiqueté un petit peu comme les prix, promos, accessions, le one shot. En fait, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est beaucoup plus stable. On a vraiment une version shop in shop où on a une version de présence qui peut durer, ce qui n'était pas le cas avant, hein. On a aujourd'hui des acteurs qui proposent à la fois, encore une fois, un outil de communication direct consommateur avec des systèmes de blog qui étaient déjà en place, mais qui aujourd'hui sont bien établis, et puis des systèmes de shop-in-shop, pardon, qui permettent vraiment d'instaurer des vins de marque. L'image a changé. Je pense que l'accession, le fait que beaucoup plus de personnes ont accédé au online, le online a su s'adapter et de manière très, très professionnelle a su conserver ce nouveau mode de consommation. Développer et conserver. Tout à fait. Et pour vous, Madame Rolando, qu'en est-il sur le marché britannique? Est-ce qu'il se digitalise également? Alors, je pense que le marché britannique était beaucoup plus digitalisé que le marché français déjà à l'origine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que même les petits magasins ont un peu plus de personnel qu'un caviste traditionnel en France. Ils sont pas tout seuls dans leur magasin, ils ont 2, 3 personnes et ils faisaient déjà la livraison. Donc ils avaient déjà des sites web en fait. Je pense que la grosse différence qu'a engendré le Covid, c'est de l'explosion complète à ce moment-là des plateformes web en fait. Ils ont, enfin, tous les clients qui étaient habitués à aller dans leur petit magasin local, et se sont rabattus sur le web, que ce soit avec leur petit magasin local qui, au bout de 3 semaines, ont pu recommencer à avoir une activité, ou avec des grandes plateformes déjà bien connues. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais il y a des chaînes de magasins, il y a plein d'acteurs en ligne qui existaient déjà et qui étaient déjà assez puissants. La VPC en ligne en Angleterre, ça existe depuis 25 ans. Enfin, il y a un très gros acteur en Angleterre qui s'appelle Direct Wine, c'est qu'il y a plusieurs, qui est VPCiste en ligne depuis des années et des années, avec des gros clients. Et puis si vous prenez The Wine Society, qui est une espèce de coopérative en ligne, c'est pareil, ça existe depuis très longtemps.
parce qu'ils étaient VPCistes d'abord et que le vin se vendait beaucoup de cette façon-là déjà en Angleterre. Donc, au niveau Covid, je pense pas que ça ait changé énormément sur le nombre d'acteurs, sauf que tous ceux qui avaient déjà un site web, ils l'ont énormément développé. Et puis peut-être, bon, les derniers cavistes qui ne l'avaient pas l'ont développé aussi. Mais il y a déjà au niveau de la clientèle une habitude d'achat du vin en ligne en Angleterre. D'accord. D'accord, c'est intéressant. On voit effectivement donc que la vente en ligne rentre dans les mœurs. Et vous, monsieur Couillabin-Loiselier, quelles sont, à votre sens, peut-être les bonnes pratiques pour se lancer en ligne à l'export? Est-ce qu'il faut considérer ça comme étant un nouveau réseau de distribution, un nouveau type de marché? Comment est-ce que vous l'appréhendez? Moi, je rejoins tout à fait Camille et Xavier. Effectivement, on était en France un petit peu en retard sur cette digitalisation. On l'a vu avec le Covid, ça a explosé le nombre de domaines qui ont créé un site, de cavistes également, le click and collect qui a été mis en place par la grande distribution. Mais c'est vrai que les marchés asiatiques, anglo-saxons et nordiques nous avaient pas attendu sur cette vente en ligne. Et avec une population qui est assez technophile et qui a plus l'habitude de consommer en ligne. Aujourd'hui, on se rend compte que les vignerons français ont besoin d'être présents sur Internet pour exporter. Et moi, un premier conseil, c'est déjà créer un site web, tout simplement pour prendre le contrôle de sa visibilité en ligne. Et ensuite, être présent sur des revendeurs en ligne, notamment en France. Ce que je remarque de plus en plus, c'est que les importateurs font eux-mêmes leur shopping et vont consulter les sites de vente français en ligne pour contacter des domaines par la suite. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui d'être en ligne, soit d'avoir sa boutique ou d'être référencé sur des sites de pure players ou des marketplaces. Par contre, il faut faire quand même assez attention à l'exclusivité et notamment au prix affiché. Aujourd'hui, un importateur peut ne pas souhaiter vous distribuer parce qu'un site de vente en ligne français va vendre directement aux consommateurs belges, allemands ou américains. Donc, c'est des choses à bien verrouiller en amont avec les sites de vente en ligne ou les marketplaces. Ensuite, c'est important quand même de conserver une veille sur ces tarifs. Pour moi, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des prescripteurs et notamment des médailles parce que ça aide les importateurs à promouvoir les vins et de ne pas hésiter à leur rencontre. Parce que le vin, c'est avant tout de l'humain et même si on est sur du digital, c'est ces sites de vente en ligne qui vont faire passer le message, l'histoire du domaine et donc aller les voir directement, c'est ce qu'il y a de mieux pour passer un message. Super, merci beaucoup pour ces conseils et ces expériences. Il y a une autre tendance qui a été renforcée par la pandémie, c'est la demande d'engagement environnementaux pour les vins. Monsieur Vignon, quelle est votre expérience sur ces enjeux, notamment sur les monopoles scandinaves qui semblent être les plus en avance sur la matière? Donc on parle de la Norvège et de la Suède. Effectivement, nous sommes assez présents dans les marchés de monopole, et notamment la Suède. Et la pression a commencé déjà il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on a eu une première pression sur une obligation pratiquement d'avenir de s'orienter vers des vins bio. Il y a vraiment un système de points qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dégustation, il y a la qualité du vin, mais il y a aussi ce qui tourne autour. Et la mouvance s'est faite, a été influencée vers ce qui est très bien d'ailleurs, mais vers le bio. Et aujourd'hui, on voit que ce genre de monopole instaure un autre système complémentaire, c'est-à-dire que dans les rayons, notamment dans les monopoles, vous avez accès bientôt à des systèmes, non pas de médailles, mais de qualité due sur l'environnement. Nous, on est fortement confrontés, par exemple, à avoir une obligation d'alléger les bouteilles. Donc, bien entendu, la démarche environnementale touche le poids en tout premier. On voit apparaître des demandes en PET, on voit apparaître des demandes. La canette, je crois que le marché français n'est pas encore très bien instauré, mais en tout cas, on sent un vrai avenir de travailler contre ce poids. Il y a une véritable mouvance des monopoles qui nous oblige pratiquement. C'est un peu la difficulté, on se sent obligé d'aller plus vite que la musique. Et en réalité, le consommateur final, c'est lui, puisqu'il y a un système de points qui vient aussi en fonction des vins commercialisés. Et la responsabilité, du coup, c'est là où c'est un peu tendancieux, c'est que le monopole nous oblige à prendre des décisions d'allègement, de packaging, de bouteilles très légères, de
pourquoi pas même des bouteilles plastiques. Et en réalité, c'est quand même le consommateur final qui décide. Et aujourd'hui, je vois une espèce de distension entre le consommateur final qui joue peut-être un peu moins le jeu que ce qu'instaurent les monopoles. C'est ce côté un peu risqué où tout compte fait, je mets en garde parce qu'on a fait des développements, notamment de packaging, qui soient plus habilités à répondre à la demande des monopoles. Mais si le consommateur final ne répond pas, c'est le producteur qui encaisse la responsabilité pleine et totale. Donc, oui, il y a une vraie demande aujourd'hui dans le cahier des charges des achats du monopole. L'environnement prend une part, je dirais même plus importante encore que les notions de bio, c'est environnement durable. Et il est un peu délicat de passer au travers, mais la responsabilité reste du côté producteur. D'accord. Le Et risque, Madame Roland. la responsabilité, c'est le risque de vendre ou ne pas Oui. vendre aujourd'hui. La charge, oui. Ouais, Et Madame Roland, vous connaissez également le marché oui, norvégien. j'ai un peu moins d'expérience sur le marché suédois, mais je pratique depuis quelques années là maintenant. Et effectivement, la demande pour des packaging plus légers, ils ont une très forte demande au niveau du carbon footprint en fait. Voilà. Et donc le poids est essentiel. Et ça va presque jusqu'à certains non-sens de temps en temps, effectivement, avec la bouteille en plastique. Enfin, pour nous, c'est un non-sens, la bouteille en plastique, peut-être. Après, ça dépend comment ils les recyclent, s'ils arrivent vraiment à récupérer toutes les bouteilles et tous les packaging. Alors, c'est vrai qu'ils sont aussi plus avancés que nous sur ce point-là dans les pays du Nord, au niveau du recyclage. En fait, vous avez un coût qui est inclus au niveau de l'étagère pour le client final du recyclage des matériaux. Donc c'est quelque chose qui regarde beaucoup, mais il est vrai qu'après le risque, puisqu'il demande des volumes importants, vous êtes obligé d'acheter les matières sèches et de les développer, comme a dit Monsieur Vignon, et donc de prendre le risque d'avoir ces matières sèches sur le dos, voire le vin si ça performe pas et que c'est pas vendu. Voilà. En même temps, dans la mesure où les prix potentiellement peuvent être plus bas parce que le coût de transport est moins cher, ça reste quand même des marchés où le prix est très important. Alors, le côté psychologique du prix a l'air très important sur ces marchés-là. Donc, à partir du moment où le monopole arrive à sortir des produits moins chers, je dirais que d'une bouteille traditionnelle, peut-être qu'ils vont y aller. C'est un gros marché de bag-in-box, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un produit qui est assez bien implanté. Déjà, moi, je vois dans les marchés du Nord. Après, la canette, la bouteille plastique, PET, toute plastique d'ailleurs, hein, même le bouchon à vis, c'est des choses qui demandent. Après, est-ce que ça se vend bien? Je pourrais pas vous le dire. Mais oui, c'est une tendance qu'on a. Et sur le marché anglais, la tendance serait plutôt en fait à l'achat de vrac, voire des petits vracs pour diminuer en fait ce coût de carbone footprint entre la France et l'Angleterre. Je commence à avoir des demandes un peu dans ce sens-là. Il y a beaucoup de gros faiseurs et de gros embouteilleurs en fait aussi en Angleterre à cause ils importent beaucoup de vin des pays des pays du Nouveau Monde, on va dire, de cette manière-là. Qu'ils réexportent d'ailleurs parfois partout en Europe. Enfin, ça va devenir un peu plus compliqué avec le Brexit, mais c'est des choses qui faisaient couramment sur les pays de la Hollande, par exemple, ou d'Allemagne. Je pense qu'ils réexportaient pas mal, pour certains, voire des US d'ailleurs. D'accord. Voilà. On a évoqué la tendance des vins bio qui est assez lourde, on va dire, en tout cas qui est vraiment s'inscrit dans le temps. Il y a aussi la mode peut-être un peu plus récente, en tout cas plus visible, des vins nature et des vins orange, qui ne semblent pas s'être démentis avec la crise Covid. Monsieur Couillabin, Loiselier, est-ce qu'il s'agit de vins qu'il faut avoir obligatoirement dans sa gamme pour exporter ou pour démarcher de nouveaux marchés? Alors effectivement, la tendance des vins nature, elle est bien là. C'est plus uniquement une lubie de bobo parisien. On voit qu'elle est partie pour durer. Aujourd'hui, la définition elle reste encore très subjective. Elle est assez clivante dans le milieu. Je pense qu'elle pourrait demander un webinaire encore à part. Donc, on va pas débattre du sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a donné lieu à de nouveaux produits. Aujourd'hui, on voit beaucoup de domaines qui vont faire un vin ou une gamme sans sulfite ajouté parce qu'elle répond à un besoin du consommateur. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, donc c'est important d'avoir ce type de vin. Sur les vins oranges, on est sur quelque chose d'encore d'assez confidentiel, mais qui intéresse énormément les importateurs, parce qu'on repart vraiment aux origines du vin en Géorgie, et on perd tous ses repères. Il suffit de faire déguster un vin orange à un importateur ou un sommelier, il va faire une grimace, il va se poser des questions, il va y avoir un blanc qui va s'installer.
tous les repères sont perdus et on sent que ça intéresse beaucoup. On est vraiment sur un nouveau produit et c'est intéressant. Sur la mouvance nature, il y a aussi les pet nats qui sont fortement demandés par les importateurs, notamment des pays scandinaves. Mais c'est pas que la mouvance nature qui tire les tendances, hein. Comme le disait très bien Camille et Xavier, la canette, même si en France on reste très traditionnel là-dessus, c'est en train d'exploser. Il y avait juste à voir le nombre d'acheteurs des monopoles norvégiens, suédois sur Wine Paris qui cherchaient des canettes à tout prix. Aux États-Unis, il y a plus de 1000 domaines qui aujourd'hui font de la canette. Donc c'est pas parce qu'en France on n'est pas habitué, on est très réticent à ce mode de consommation qu'à l'étranger on l'est pas. Et je rejoins aussi sur des bouteilles plus légères, des bouteilles en PET. Et après là, pour compléter peut-être ce que disait Xavier, il faut se faire accompagner par des organismes comme Adelph qui sont tout à fait compétents pour accompagner les domaines en ce sens. Ok, merci beaucoup. Et il y a une autre tendance qui est pour le coup datée d'avant la crise Covid, mais qui reste encore d'actualité, c'est celle des tensions géopolitiques qui peuvent toucher les ventes de vin de manière assez importante. Madame Rolando, maintenant que le Brexit est, on va dire, derrière nous, quelles sont actuellement les perspectives sur le marché anglais? Est-ce que vous le conseillez pour venir y prospecter? Est-ce que c'est un marché d'avenir en fait pour 2022? D'avenir, c'est un bien grand mot. C'est un marché qui est mature hein, déjà. Hein. C'est un marché qui est mature depuis des années. Je suis pas sûre qu'il y ait une grosse croissance de la consommation du vin en Angleterre ces dernières années. Elle reste à peu près stable. Donc ça veut dire que quand vous allez sur un marché comme ça, vous prenez la place de quelqu'un quand vous mettez dedans. Après, c'est un marché qui bouge tout le temps beaucoup. C'est un marché qui est voilà, le Brexit, ça a redistribué les cartes, le Covid, ça a redistribué les cartes, il y a des gros qui commencent à péricliter, il y en a d'autres qui reviennent, il y a des agences qui s'assemblent, enfin voilà, c'est un marché très, oui, très mouvant, avec des gens qui sont passionnés, qui ont fait souvent d'autres choses et qui décident de monter leur petite agence, ou qui ont travaillé pour quelqu'un d'autre et qui décident de monter leur propre importation ou leur magasin de vin. Ils veulent quand même importer tout seuls, bien qu'il y ait le Brexit. Donc voilà, c'est un marché qui bouge. Donc si vous êtes actif, dynamique, si vous avez envie de vous battre, c'est un marché qui est faisable, Après, c'est un marché où il faut être très patient, où il y a beaucoup d'acteurs, où c'est long et un peu difficile parfois de s'y faire un trou. Moi, c'est entre autres la raison pour laquelle c'est le marché sur lequel je me suis un peu spécialisée. D'abord, c'était le marché que je connaissais, mais en fait, les vignerons, certains vignerons aussi au départ, se sont venus à moi en me disant, bah, on réussit sur d'autres marchés, sur celui-là, on n'y arrive pas, ça demande trop de temps. Si toi, tu fais que ça, bah, est-ce que tu peux nous aider? Donc voilà, c'est la difficulté de ce marché. Après, le Brexit, ça n'a pas simplifié les choses, je dois l'avouer. Et à mon avis, enfin voilà, la tendance que ça va apporter, pour plusieurs raisons. La première, c'est maintenant pour importer des vins en Angleterre, ça coûte par enlèvement à peu près 120 pence de plus. Ce qui veut dire que sur un conteneur, c'est pas grand-chose, mais sur une palette, ça commence à être significatif au niveau du prix de la bouteille. Surtout si vos bouteilles sont pas très chères. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a moins d'acteurs qui seront capables d'importer en direct. Donc ça va vouloir dire que bah, les gros importateurs, ils vont avoir leur gamme de vin. Et puis des petits vignerons qui allaient voir des petits importateurs et qui en avaient un ou deux sur l'Angleterre, peut-être que ces deux-là vont se dire ça coûte trop cher maintenant d'importer en direct, donc je me rabats sur les gros importateurs et j'achète le même vin que mon voisin. Donc en fait, ça risque peut-être de faire une réduction du nombre d'importateurs et donc de différents types de vins importés. Après, moi, j'ai des petits clients et ils ont dit on continue quand même. Voilà. Donc après, il y en a qui ont dit on continue, mais on passe de 1 à 2 palettes, donc je réduis quand même mon nombre de vignerons que j'importe en direct. Voilà. Il y a un peu tous les cas. Et après, moi j'en ai un, il commence là. Voilà, il a décidé quand même d'y aller. Voilà. C'est un marché qui est assez résilient, c'est un marché qui bouge. Après, la deuxième difficulté qui va arriver là maintenant que on a passé le Brexit, la chute de la livre sterling, sa remontée, les coûts supplémentaires et les difficultés du transport, ça va être la contre-étiquette.
où à partir, a priori, de fin septembre, il faudra, enfin donc du 1er octobre, effectif, il faudra que toutes les contre-étiquettes sur les bouteilles de vin aient la mention Imported by dessus. Donc, vous imaginez si vous avez un petit importateur qui vous prend 5 vins différents, donc ça fait pas beaucoup de bouteilles et que vous devez faire la contre-étiquette juste pour ça, ça peut être compliqué. Alors, certains font du tiré-bouché et hardi derrière, c'est pas trop difficile. Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un camion qui vient et qui met tout en bouteille et en carton, ça peut devenir un peu plus compliqué. Voilà, de vendre sur le marché anglais versus les autres marchés européens quand même. Exactement. D'accord. Et je sais qu'on avait échangé sur ce webinaire, Monsieur Couillabin-Loiselier, m'aviez dit qu'il y avait aussi un enjeu de normalisation de la logistique sur le marché britannique, mais même je pense qu'en fait ça peut être un enjeu sur la plupart des marchés export, alors que ce soit par rapport au marché britannique en particulier, mais même au niveau mondial en général, ça peut être un des sujets, on va dire, vraiment à anticiper pour les développements de 2022, la logistique. Ah bah c'est sûr qu'avec le Brexit, comme l'a dit Camille, on n'avait pas été aidé, ou des expéditions qui prenaient 1 ou 2 semaines, on était passé à plusieurs mois, voire des palettes entières qui étaient perdues. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux organisé. Il y a encore quelques accrochages administratifs avec des délais non apurés, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est assez fluide maintenant. Le souci, c'est qu'on a toujours une problématique en termes de manque de conteneurs pour l'export, qui n'est pas uniquement sur le marché britannique, au niveau mondial. Et typiquement, vous voyez des vents en Asie. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver un conteneur pour les envoyer. Donc, c'est quand même bien anticipé. Les importateurs sont quand même au courant de ces problèmes, mais on ne peut pas aller voir les vins aussi rapidement qu'auparavant. D'accord. Et cet enjeu justement de logistique aussi, Monsieur Vignon, je me souviens, vous l'aviez évoqué sur les États-Unis, où finalement ça semblait presque paradoxal. On a un très fort redémarrage, mais en même temps, il y a un petit peu ce blocage des difficultés logistiques. Pour vous, quelles sont les perspectives en 2022? C'est la difficulté de 2022 parce que globalement, en 2021, c'est un peu ce qui se disait avant. Il y a 2 choses, je rebondis et je rejoins Camille aussi, il y a un vrai changement, l'après-Covid, un changement d'interlocuteur. Dans les marchés émergents, il y a des nouveautés, il y a des gens qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés, mais aussi dans les marchés mûrs, on a des changements de structure et puis la logistique n'a absolument pas aidé. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a une demande forte de reprise, on sent une reprise, alors peut-être plus du côté États-Unis que du côté Asie, pour nous en tout cas, c'est plutôt de ce côté-là. Et paradoxalement, au moment de cette reprise, on subit un petit peu ce qui s'est passé, mais en amont, c'est-à-dire en 2021, les problèmes de logistique, de containers, c'est toujours le cas, comme le disait Antoine, mais même si ça va mieux, de toute manière, on a quand même un difficile bilan pour lequel on n'est pas encore capable de tirer les finales conclusions. C'est le fait qu'on a pratiquement sur certains marchés perdu 3 à 6 mois d'approvisionnement. Et moi, c'est ce que je crains en 2022, c'est que ce qui n'a pas été livré n'a pas été consommé. Et je crains qu'on ait ce décalage d'un trimestre. Globalement, je crains qu'on ait le décalage d'un trimestre de consommation à la fin, voire plus. Mais c'est évident que, c'est toujours compliqué. Au-delà du fait d'avoir des difficultés à avoir des containers, on a aussi des prix qui sont en train d'exploser. Il y a un vrai marché aujourd'hui, c'est presque une vente aux enchères lorsqu'on veut un container. Et selon les vins que l'on fait, le prix de la caisse, il faut savoir que derrière, il y a l'effet boule de neige. Quand on combine ça ou à l'augmentation des matières sèches, c'est un contexte qui me paraît assez sérieux et compliqué. C'est une forme de problématique qui s'ajoute à la géopolitique. Et je suis plutôt du genre optimiste, mais là, il y a quand même pas mal de feux verts. Et je pense que je vois aussi quelques feux orange, quelques difficultés. Tout à fait. Et justement, c'est un peu l'enjeu. Finalement, actuellement, il y a les impacts du petit millésime 2021, il y a la hausse du prix des matières sèches, ces coûts logistiques qui sont croissants. Est-ce qu'il est possible d'augmenter le prix de ces bouteilles sans se décrocher des marchés? Peut-être Madame Rolando, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des marchés britanniques et des autres marchés que vous suivez? Est-ce que c'est possible de s'en sortir de cette équation? Je pense que cette année, étant donné la petite récolte, les acheteurs étaient plutôt prêts à accepter les hausses de tarifs, même sur les matières sèches, et parce qu'ils ont besoin de s'approvisionner. Comme l'avait dit Monsieur Boussard, au niveau de l'Angleterre, par exemple, ils ont beaucoup stocké
pour les problèmes de Brexit, quand ils disaient les frontières vont être fermées, etc. Mais entre-temps, enfin, post ça, ils ont beaucoup consommé aussi durant 2021 en achetant justement un peu moins, c'est ce que montraient les chiffres. Maintenant, ils ont besoin de stock. Et comme le marché redémarre, ils ont tous été assez prêts à acheter plus cher. Après, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est est-ce que le consommateur final va accepter ces hausses de tarifs. Sachant que, comme dit Monsieur Vignon, il y a quand même quelques feux oranges sérieux au niveau géopolitique et économique qui sont pas très engageants au niveau du pouvoir d'achat global des gens de par le monde. Donc voilà, est-ce que ça va suivre derrière? C'est le gros point d'interrogation pour cette année et l'année prochaine, je pense. Mais pour répondre à votre question, cette année, moi, j'ai pas eu trop de mal à faire passer des hausses de prix. Et vous, Monsieur Couillabin-Loiselier, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience avec avec les clients, les personnes que vous accompagnez à l'export? Ah, clairement, oui, il faut répercuter parce que les vignerons ne peuvent pas absorber seuls cette augmentation tarifaire, c'est pas possible. Par contre, il faut le faire raisonnablement. Moi, j'ai vu des augmentations de 15-20 points sur certains domaines, c'est énorme. Le tarif qui va se répercuter sur le consommateur final risque de les déconnecter du marché et le gros risque, c'est de se faire remplacer par un autre vigneron français ou une autre appellation étrangère. Donc, je tire vraiment une sonnette d'alarme là-dessus. Augmenter les tarifs, oui, mais plutôt que de tout faire sur cette année, les répartir sur 2-3 millésimes. Plutôt d'avoir une seule augmentation tarifaire importante. Tout à fait. Et vous, qu'en pensez-vous, Monsieur Vignon, de votre expérience? Je rejoins, c'est qu'aujourd'hui, les rayons se sont vidés, donc on a l'obligation, pour résoudre les problèmes logistiques et de rayons vides, de les remplir. Maintenant, la grosse expectative et la grosse attente, c'est de savoir à quelle vitesse ça va se vider. Moi, nous, on a une expérience de concurrence. Alors, effectivement, tout le monde s'attendait à une augmentation. Et pour rejoindre ce que disait Antoine, alors tout le monde s'attendait à non pas 2, mais peut-être 5%. Lorsqu'on arrive à 15-20%, ce qui veut dire qu'on peut avoir des augmentations de plus de 50% sur le consommateur final, taxes incluses. Là, ça devient compliqué. Le contexte, à nouveau, est pas forcément tout rose. Et puis, il y a une vraie pression de pays concurrents et pas des pays émergents. Je crois que nous, aujourd'hui, on a des pays voisins producteurs que l'on connaissait, d'autres, notamment on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, qui produit quand même bien plus qu'avant, qui exporte. La pression vis-à-vis des vins espagnols, des vins italiens, on parlait tout à l'heure d'augmentation je dirais, d'importation en Espagne. Il y a une vraie demande de ce type de vin parce qu'ils ont un positionnement prix, en règle générale, très intéressant. Donc, le prix, alors à l'exception, on a vu que le prix moyen augmentait, mais nous, en tout cas, dans la vallée du Rhône, on est producteur d'AOP et d'IGP. Et dans les marchés de prix, c'est quand même assez un marché volumique. On sent cette tendance relativement inquiète des augmentations annoncées. Donc moi, je suis très très prudent. Alors bien entendu, comme le disait Antoine, on est obligé, on peut pas supporter tous ces frais, mais il va falloir trouver le bon compromis entre l'augmentation, la répercussion, la différer, parce que l'accident de l'augmentation trop forte, on connaît le résultat. C'est le remplacement par une référence qui peut être un voisin concurrent, mais aussi un pays concurrent. Et aujourd'hui, la réalité du marché, elle est pas très tendre, pas aussi joyeuse qu'on ne le pense. Alors bien entendu, d'autres appellations avec de grandes notoriétés, je pense à la Bourgogne où là il y a vraiment un manque de production. Ça s'accepte, on fait le ratio est direct. Dans notre région, par exemple Vallée du Rhône, la production est quand même reste à un niveau presque normal, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et du coup, la pression sur les marchés des volumes, on n'est pas en manque. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de vin aujourd'hui. En tout cas, pas de vin rouge. Tout à fait. On va, on va bientôt finir. Juste cette table ronde, on va continuer sur des feux plutôt verts, pour reprendre votre expression, Monsieur Vignon. Il y avait parmi les marchés qui semblent les plus prometteurs actuellement pour les vins français, il y en a un qui fait vraiment consensus, c'est la Corée du Sud. Peut-être Monsieur Couillabin-Loiselier, quelle est votre vision, votre expérience de ce marché sud-coréen où il y a donc un accord de libre-échange qui permet aux vins, notamment français, d'être peut-être favorisés? Je crois que c'est plus une question pour Adrien sur la Corée du Sud.
Oui, je vais rebondir effectivement sur ce que j'ai dit au tout début. La Corée du Sud, effectivement, c'est un marché qui a explosé ces dernières années. Donc sur plein de thématiques, il y a vraiment une grosse demande et surtout la population coréenne s'intéresse de plus en plus au vin et également surtout les jeunes générations qui sont beaucoup plus ouverts aux nouvelles tendances de consommation comparé disons, aux anciennes générations un peu plus traditionnelles. Donc voilà, là j'avais montré que sur 2 ans, mais ça fait déjà 3-4 ans que les augmentations sont très fortes. Il y a beaucoup de vignerons et d'interprofessions aussi qui veulent qui sont en train d'ouvrir ce pays. Donc il y a une forte concurrence aussi, hein. Il n'y a pas que, alors les vins français sont les premiers en valeur, mais il y a beaucoup de pays du Nouveau Monde qui sont très présents au niveau des volumes, comme l'Australie ou le Chili également. Donc, pays à surveiller de près, effectivement. Donc là, j'ai pas toutes les tendances en tête, mais je pense qu'on est sur surtout les appellations assez bien valorisées sur ce marché. Et je crois que Monsieur Vignon, vous exportez en Corée du Sud. Quelle est votre expérience? Est-ce que c'est facile d'y rentrer? Est-ce que c'est effectivement très dynamique et porteur? En tout cas, moi j'ai été vraiment surpris. On parle de dynamisme, j'ai été vraiment surpris. J'ai eu l'occasion de m'y rendre quelques fois avant le Covid. Je ne suis pas retourné depuis, mais on sentait qu'il y avait, au-delà du dynamisme, il y avait effectivement des nouveaux consommateurs. Donc c'est porté par les jeunes. C'est une mouvance je dirais, qui se résume en 3 mots: dynamisme, et puis festif et luxe. Donc, je trouve assez génial quand on a les 3 qui s'ouvrent en même temps. Alors, festif, personnellement, je le savais, mais on le sait tous. Mais ça fait pas tout. Mais il y a vraiment une notion de luxe, ce qui fait qu'on arrive à partir du moment, même à bas prix, on a quand même un produit luxe qui s'ouvre et qui est abordable. Ce qui fait que c'est un marché qui s'élargit très vite, qui est, encore une fois, à une mouvance hyper rapide. Euh, Ça correspond d'ailleurs, les chiffres le prouvent, hein, on arrive à des augmentations incroyables. Mais je pense que c'est dans une mouvance qui peut durer parce que c'est rentré, on sent que c'est rentré dans les mœurs, que ça touche les jeunes, donc c'est quand même des futurs consommateurs. Et puis il y a un vrai intérêt parce que c'est à la fois festif. Alors j'ai peut-être oublié un mot, c'est festif, dynamique, luxe, mais aussi éduqué. Il y a un vrai pôle d'éducation, comme on a pu le trouver dans une époque dans l'Europe du Nord, ou avec des formations, des écoles, des winemaker dinners qui se font de manière très très régulière, et ça devient très tendance, mais dans le bon sens du terme. Donc oui, moi j'ai été épaté, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, et je pense qu'il Effectivement, faut regarder de près parce que ça peut être aussi porteur pour d'autres pays, tellement la Corée invente, elle est en train d'inventer un mode de consommation jeune. Moi, c'est ce qui me plaît dedans, c'est que ça s'adresse aux jeunes, et la loi E20 n'est pas encore instaurée dans la Corée du Sud, et je trouve ça assez sympa. effectivement, donc on sent effectivement toute l'attractivité de ce marché. Je crois que vous êtes aussi présent, Monsieur Vignon, au Brésil, qui est aussi un marché qu'on considère comme étant prometteur. Je trouve que c'est peut-être un peu plus délicat avec les enjeux administratifs et les taxations, mais quelle est votre expérience du marché brésilien? Bon. Alors on sent un vrai dynamisme, hein. En tout cas, on a l'impression que le consommateur va vraiment y accéder, mais que l'administration fait tout pour que ce soit de plus en plus compliqué. Donc, il y a une vraie demande, il y a une vraie éducation. Pour moi, le consommateur est quelqu'un déjà averti, jeune aussi, tendance. Enfin, c'est pas du tout comme la Corée, mais en tout cas, il est dynamique. La problématique première, et attention à ceux qui veulent se lancer, il faut pas le faire à l'aveugle, il faut se faire aider. On a une vraie démarche administrative extrêmement compliquée. On a un coût analytique, enfin, vraiment. Même si vous exportez, on parlait tout à l'heure, à la palette, mais si on ramène ça à la bouteille, ça peut être très compliqué. On a des analyses qui sont demandées bien au-delà de ce qu'on peut avoir dans certains monopoles, et ça peut être un vrai cauchemar, avec aussi des soucis logistiques. Et puis, ça fait partie de ces pays tellement taxés que les gens cherchent à avoir des moyens détournés. Enfin, quand je dis détournés, c'est quelque part à échapper à la taxe. On voit ça dans certains pays d'Asie où il y a des demandes, et ça je mets en garde parce que c'est quand même un peu compliqué, mais quand vous vendez du vin, il faut vendre du vin, il faut vendre une prestation, il faut vendre
plein de choses pour que les factures soient pas mises dans les mêmes cases et ça peut être dangereux aussi. Donc c'est porteur, mais administrativement, il faut être blindé et bien accompagné. Je me permets D'accord. d'ajouter un point sur la partie taxation. Effectivement, comme l'a dit Xavier, il y a une cascade de taxes qui s'appliquait, en tout cas, qui s'applique toujours, hein, importateurs, grossistes, distributeurs, mais la loi a été légèrement changée et de ce fait, des distributeurs peuvent importer en direct. Donc ça évite les cascades de taxes qui s'accumulent. Ceci dit, ça reste des taxes assez importantes quand même aujourd'hui. Mais bon, elles ont été légèrement réduites et il me semble que sur cette année, ils ont légèrement réduit les taxes à l'importation uniquement pour l'année 2022, notamment pour répondre à la différence du taux de change USD euro par rapport au réal brésilien. D'accord, super. Peut-être juste une toute dernière question avant de passer à celle du public. On a parlé, on a fait l'Amérique du Nord, du Sud, on a fait l'Europe, on a parlé de l'Asie. Il y a un continent qu'on a totalement, pour l'instant en tout cas, pas évoqué, qui est celui de l'Afrique. Peut-être, est-ce que vous auriez chacun des retours sur le Nigeria, la Côte d'Ivoire, c'est un peu les marchés dont on parle souvent. Peut-être, chez Kouya-Bien Loiselier, si vous avez des retours sur ces Alors marchés. l'Afrique, moi, aucun du tout. On travaille pas du tout sur l'Afrique. D'accord. Je peux dire un mot si tu veux, Alexandre, d'un point de vue, on va dire, statistique sur, sur les exportations, en tout cas françaises, sur le marché, les marchés africains. Il y a trois gros marchés en fait. Il y a l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, pour la France en tout cas. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont des marchés un peu particuliers. Ils sont surtout portés par le champagne et les spiritueux. Ce sont les deux grosses catégories qui portent la valeur des exportations françaises là-bas. Il y a, on va dire, disons, l'Afrique du Sud en plus c'est un pays producteur, donc c'est des marchés toujours. Il y a une place à se faire, mais effectivement, c'est déjà un peu plus. On est en concurrence directe avec les vins sud-africains. Sur le Nigeria, effectivement, on est sur un pays à 220 millions d'habitants là-bas, donc il y a tout un marché qui est très présent, encore très présent avec les deux catégories, c'est le champagne et les spiritueux aussi. Un peu plus de place pour les autres appellations et les autres catégories. Enfin, j'ai envie de dire, c'est surtout la Côte d'Ivoire qui est beaucoup plus diverse en termes de catégories. On est vraiment là très très varié au niveau que ce soit champagne, vin tranquille, IGP et vin de France aussi. Donc c'est beaucoup plus large en tout cas comme plus diversifié, j'ai envie de dire comme marché. D'accord. Merci beaucoup, Adrien. On va de suite passer aux questions du public. Il y en a déjà beaucoup. Merci beaucoup à Marion de nous avoir fait remonter. Donc, on a une première question concernant les ventes en direct. Donc, j'imagine notamment sur le online par rapport à l'export. Une question sur les frais d'expédition, savoir s'ils ne sont pas prohibitifs. Peut-être Madame Rolando, si vous avez des échos sur le marché britannique en Alors, part. sur les frais d'expédition, après non, ça va pas être plus expéditif enfin, exorbitant que ce que vous faites quand vous envoyez des échantillons. Ça reste des produits lourds, donc c'est cher. La vraie difficulté sur les marchés taxés, ça va être l'obligation de payer ces taxes et donc de trouver un transporteur qui accepte de vous faire les documents et pour que vous puissiez envoyer le vin en direct. Et souvent, ça peut doubler le prix de votre vin parce que c'est pas simplement la taxe qui va vous faire payer, c'est les frais de dossier, etc. Et pour 6 bouteilles, vous allez payer 30-40 euros de frais de dossier. Donc c'est une vraie difficulté, ouais, d'envoyer, enfin en tout cas dans des pays taxés différemment que le nôtre, où en plus maintenant on n'a plus cette facilité de mouvement des biens. Il y a des pays européens où ils n'ont pas de taxe sur le vin, c'est beaucoup plus facile d'expédier là-bas en direct. Mais le vin reste un produit lourd. Donc après, vous allez sur Colissimo, vous regardez le poids de l'envoi d'un colis lourd et puis vous aurez le prix, quoi. C'est tout bête. Exactement. D'accord. Une autre question peut-être pour vous, Monsieur Vignon, c'est par rapport au vin nature et au vin orange. On a une personne qui nous demande s'il s'agit pas plutôt comme seulement d'un marché de niche, et qui demande aussi quelles sont les contraintes de production, notamment en termes de volume, donc j'imagine en termes peut-être de coût de production. Alors déjà,
pour l'instant, effectivement, il y a une vraie demande. Ça, la première chose, là, en termes d'exportateurs, il y a une vraie demande, il y a une vraie mouvance qui suit probablement celle des vins nature. Il y a une vraie demande sur les vins oranges. En termes de réalisation, il faut savoir qu'on est à la fois, on multiplie deux choses. C'est l'origine des vins, mais du coup, il y a une forme instable. Hein. On voit bien que les vins oranges qui sont commercialisés aujourd'hui sont probablement dans 95% des cas, encore troubles, encore presque fermentaires, très différents. Alors, on est dans cette mouvance où chaque bouteille est presque une œuvre d'art peut-être, mais en tout cas, on est quand même soumis à des problématiques de production, parce qu'aujourd'hui, il y a une demande, mais la demande est tellement supérieure à l'offre que tout le monde s'y met. C'est un peu comme les melons chez nous, c'est l'année où ça fonctionne bien, tout le monde en fait. L'année d'après, je ne suis pas convaincu que si tout le monde se met à faire du vin orange, le marché soit aussi fort que le dit. Donc, il y a une vraie demande. On est bien entendu sur les marchés de niche. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fournit 5000 bouteilles de vin orange est un gros faiseur, en tout cas en France. Mais la réelle demande, c'est tout nouveau quelque part. On ne sait pas trop. Après, le transport, on est quand même sur des vins qui techniquement méritent d'être dans une case un peu sensible. Et on la connaît quelque peu risquée, à double titre. Après, il y a un profil, il faut trouver des consommateurs. Alors, c'est sûr que la culture de la différence, pour le coup, c'est très fort. Mais est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y a une vraie définition? Je crois que c'est Antoine tout à l'heure, tout à fait. On n'est pas encore même dans la définition. Donc voilà, on surfe sur une petite vague, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, il y a une vraie demande. Moi, je suis vraiment très surpris. Alors, c'est sûr qu'à plus de titres, mais celui d'œnologue, conseil, c'est toujours compliqué d'aller orienter ses clients ou de définir un process établi pour un vin orange qui a pour première vertu le fait d'être. Chaque bouteille est un individu à part entière. C'est bon. On a une question peut-être pour Antoine sur finalement par rapport aux enjeux de nouveau packaging, d'innovation. Un intervenant qui se demande finalement qui est-ce qu'il peut contacter pour être conseillé. Alors j'imagine que ça peut être à la fois sur la technicité, mais même de l'adaptation sur des nouveaux marchés ou sur comment innover en termes de packaging, qui peut être un Alors c'est l'organisme Adelph, c'est très simple, c'est une filiale de Citeo leur métier c'est de vous accompagner pour avoir des bouteilles éco-responsables, donc réduire le verre sur des nouveaux matériaux. C'est vraiment l'organisme français qui a le but non lucratif qu'il faut contacter. D'accord, super. Merci beaucoup de la question simple, et réponse rapide et efficace. Une question peut-être un peu à vous quatre, même si j'imagine qu'au niveau des statistiques, c'est pas forcément évident, c'est savoir quels sont les pays où la tendance des vins réduits en alcool, les faibles ou sans alcool, se développe le plus. Est-ce que vous avez des tendances en la matière? Le Royaume-Uni, Ouais. oui, Camille, vas-y. Oui, voilà, le Royaume-Uni, c'est un marché où il y a toujours eu des vins avec des réductions, des taux de réduits en alcool, en particulier à 5,5. Il y a une époque, il y a de ça encore 5-6 ans. Et depuis, en fait, ils ont arrêté cette catégorie d'après pour partir au zéro. Voilà. Donc, et il y a une vraie croissance de ce marché-là, une vraie croissance. Alors après, on part de très petit, donc effectivement, les croissances vont être de 100% au démarrage, ce qui va, mais il y a une demande. Et ça se voit aussi par la demande des mix. Vous avez de plus en plus de boissons mixtes, les seltzer, par exemple, on parlait des canettes. Ça, les seltzer en canette, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc, c'est un mix d'eau pétillante, grosso modo, et de vin et d'arômes. D'ailleurs, il y en avait à Wine Paris, il y avait quelques producteurs qui ont justement développé ce genre de produit. Ça, il y a un vrai développement pour des demandes de produits avec moins d'alcool. D'une manière générale, que ce soit la bière, le cidre, enfin, tout y passe. Et à zéro. Pas que à 5,5, il y a aussi du zéro et beaucoup de zéro. Quand je travaillais avec des supermarchés et ils avaient une fois complètement gommé leur liste 5,5 parce qu'ils avaient fait une étude auprès de leurs consommateurs. Leurs consommateurs préféraient le zéro. Quitte à acheter sans alcool, autant acheter sans alcool. Voilà. Mais après, arriver à faire quelque chose qui mimique le vin et qui soit pareil, c'est pas évident. Hein. C'est de la vraie recherche et développement dans un produit, dans une boisson, dans une nouvelle boisson.
D'ailleurs, je me souviens d'en avoir goûté, c'était même pas des cérévésiers qui avaient fermenté le produit, hein. C'était autre chose. Donc voilà, et ça ressemblait à un prosecco, c'était pas mauvais, hein, c'était pas mauvais, mais c'était totalement, enfin c'est différent. Après, on rejoint les vins nature, les vins oranges, ce sont des produits qui sont différents. Les gens sont à la recherche de nouveautés, et il faut le comprendre. Et la tendance vin nature pour moi c'est ça aussi, la tendance vin orange aussi. Enfin c'est nouveaux cépages, pareil, enfin nouveaux entre guillemets quoi. Cépages anciens, cépages retrouvés, ces choses-là. Alors c'est vrai que la France est un peu en décalage puisque nous, nos meilleurs cépages, entre guillemets, ils sont devenus internationaux. Ils sont partout. Donc c'est dur de trouver l'originalité quand nos cépages de base sont déjà partout. Mais voilà. Je pense que ça fait partie de tout ça. Et de la jeunesse qui arrive et qui veut consommer différemment. Enfin, Monsieur Vignon le disait, en Corée du Sud, ils voient une autre façon de consommer. Et je pense que tout ça fait partie d'un ensemble. Tout à fait. Et juste pour finir sur cette question, Antoine, s'il y a d'autres marchés peut-être sur ces vins à faible ou zéro degré Voilà, le alcool à part le Royaume-Uni, Royaume-Uni? clairement, moi j'ai été à un salon des vins et spiritueux sans alcool qui avait littéralement fait un carton où tout le monde dégustait. J'étais moi-même surpris par les résultats, notamment sur les spiritueux, d'avoir en termes de goût quelque chose de très proche et le consommateur final en était ravi. Les États-Unis aussi, on peut citer, les pays scandinaves, c'est toujours un petit peu les mêmes marchés hein, qui sont en avance sur les tendances. Alors, les marchés asiatiques, beaucoup moins sur ce segment-là. Et après, on va avoir les pays du Golfe, qui sont de plus en plus intéressés sur le segment du sans-alcool, pour pouvoir justement consommer du vin là où c'est interdit. Tout à fait. D'accord. Et Merci il y a beaucoup. pour les marchés asiatiques, il y a un petit peu le Japon qui a, en tant que marché mature où il commence à avoir une demande effectivement sur les nolos. En tout cas, c'est une petite tendance qui s'observe, mais pas à hauteur des marchés matures qu'en Europe ou l'Amérique du Nord. Super, merci beaucoup. On va essayer de prendre 3 dernières questions parce que le temps file. Donc je suis désolé, il y a beaucoup de questions qu'on n'aura pas pu le temps de traiter. Mais déjà, on va en prendre une qui est un peu double, mais c'est sur la Chine, qui est effectivement un pays sur lequel nous sommes peu attardés. Donc il y a une question qui demande finalement, avec le fait que la Chine est un moteur pour les vins français qui peine à reprendre depuis la crise Covid, je pense même peut-être un petit peu avant. Est-ce que ce marché reste prometteur ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une demande sur d'autres pays d'Asie-Pacifique en alternative? Est-ce que vous auriez des éléments de réponse sur ce sujet? Peut-être Monsieur Vignon, Je crois que sur la Chine, on est tous un peu dans l'expectative parce qu'effectivement, l'après-Covid n'est pas arrivé. Il y a aussi un contexte géopolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des plateformes asiatiques telles que Hong Kong, Singapour qui tournent bien, mais on connaît tous la difficulté du contexte aujourd'hui. On pourrait citer Taïwan aussi, où aujourd'hui, globalement, la Chine prend une part politique et une part d'après-Covid qui n'est pas encore repartie. Donc, c'est un marché qui est difficile à lire aujourd'hui. On a peu de visibilité. En tout cas, Vallée du Rhône et en ce qui nous concerne, je confirme. On s'attend à un redépart, mais on a deux éléments qui se chevauchent. C'est le contexte des Chinois avec de la Chine en tout cas avec ses pays voisins, en tout cas certains de ces pays, et puis une réelle reprise qui est pas encore arrivée aujourd'hui. Le contexte en Chine, on sait déjà d'ores et déjà qu'il y a plein de consommateurs, plein de maisons, enfin que ce soit la restauration, que ce soit les maisons d'importation qui n'ont pas tenu le coup. Donc il y a un vrai nombre d'importateurs qui est en train de se renouveler ou de disparaître. On ne sait pas trop. Et le résultat, je suis pas devin, je souhaite que ça se passe bien, mais on n'a pas une vision très claire en tout cas sur la Chine, qui est de toute manière déjà un pays assez compliqué. exactement, ça ne fait que rajouter des strates de complexité. L'avant-dernière question, peut-être Alexandre, je pour... voulais juste rebondir sur juste un pays d'Asie qui avait très bien performé avant la crise Covid, qui est le Vietnam, notamment. Alors, très loin dans nos marchés export, mais en tout cas, Singapour est une plateforme de réexportation vers le Vietnam. Il y a eu un accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et le Vietnam il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, et qui est avec des taxes dégressives sur 8 ans. Donc, d'ici 8 ans, il y aura 0% de taxes à l'importation des vins.
vins de l'Union européenne. Le marché se portait très bien jusqu'à ce qu'il y ait la crise sanitaire. Donc ces 2 dernières années, les importations de vins se sont un peu effondrées sur le marché vietnamien, qui, à mon sens, est encore très dépendant du tourisme. Donc ce sont surtout les étrangers qui vont consommer du vin. Pas que, mais le marché du vin en Vietnam, j'ai envie de dire, ressemble un peu au marché du vin chinois il y a 20 ans, donc avec une très grande proportion au vin de Bordeaux, notamment, à l'heure actuelle. Et justement, l'avant-dernière question, elle vient de Bordeaux. C'est peut-être un peu un cas d'école. Je pense peut-être à, si vous voulez bien y répondre, Monsieur Couillabin-Loiselier. Donc, prenons une petite exploitation, donc avec 10 000 bouteilles, qui actuellement n'est pas du tout présente à l'export. Et elle veut savoir quels seraient pour elle les pays les plus faciles d'accès, peut-être voilà, les bonnes pratiques, les bons conseils pour se lancer à l'export avec ce domaine. Une exploitation qui produit 10 000 bouteilles? Oui, ce qui est marqué, oui. Donc, très petite production, oui. Oui, une toute petite production. Bah, déjà, se concentrer vraiment sur le marché français et sur l'export, rester en Europe impérativement et aller sur des pays comme le Danemark, pourquoi pas diversifier sur l'Europe de l'Est, l'Allemagne, qui reste un très gros marché, mais pas forcément aller sur les États-Unis, l'Angleterre, sur de si petits volumes. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Et une dernière question, peut-être pour vous, Madame Rolando, c'était par rapport aux salons qui sont actuellement en train de se relancer dans le monde entier. C'est une question de savoir si finalement, est-ce que c'est encore un lieu de rencontre et de commerce qui a de l'avenir, ou est-ce qu'il faut chercher de nouvelles façons peut-être d'être efficace pour la prospection export? Alors, je dirais que c'est utile. C'est utile pour les acheteurs. Moi, j'ai bien vu, Paris, c'est à 2 heures de train de l'Angleterre. Et bon, après, en plus 2 ans sans salon, moi, mes clients sont venus. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup couru d'un stand à l'autre. Après, si vous venez, que vous connaissez personne, que vous avez appelé personne, vous n'avez pas de rendez-vous, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir la visibilité, où vous avez un vrai sujet de différenciation, si, ça peut être un endroit possible. Voilà. Après, je dis pas que c'est le meilleur. Après, il faut bien les choisir et puis il faut bien les préparer. C'est toujours ça, et c'est trouver le temps de bien les préparer. C'est pas évident, et c'est vrai que les acheteurs ont quand même tendance à prendre ça comme un endroit où, en un seul lieu, en quelques jours, ils peuvent voir des dizaines de leurs producteurs. Donc, ils vont voir ceux qu'ils ont déjà. Donc, pour des nouveaux, c'est sûr que ça peut être à double tranchant. En même temps, ça permet aussi d'avoir de la visibilité, justement quand on a eu des touches en amont, que les gens viennent vous voir sur le stand, parce que sinon, quand ils font leur tournée, mettons dans le Bordelais, ils iront voir en priorité leur château et pas forcément des nouveaux. Moi, j'avais des acheteurs et ils étaient là 2 jours, ils faisaient leurs clients, et puis le dernier jour, c'était libre. C'était pour aller voir des nouvelles choses. Alors, ils vont se focaliser sur 1 ou 2 appellations qu'ils cherchent vraiment, mais là, pour le coup, ils peuvent faire le tour complet quand ils cherchent vraiment. Voilà, donc c'est des gros investissements, donc il faut les préparer. Ce sera mon conseil. Pas partir en disant, Wine Paris envoie des emails à tout le monde et ça sera très bien, j'aurai du monde. C'est pas vrai, ça. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce conseil, et merci aussi pour tous ceux qui ont pu être donnés lors de cet échange. Donc, merci à tous pour votre participation et votre écoute. Donc, je suis désolé, on n'a pas tenu le délai, on est un peu hors cadre. Mais merci vraiment à tous, auditeurs, pour votre participation à notre premier webinaire premium. J'espère que vous suivrez nos prochaines visioconférences. Merci également à nos 4 intervenants et à Marion pour son aide précieuse. J'espère que vous en savez davantage sur les marchés export et que vous avez récolté de quoi nourrir votre stratégie de relance pour 2022. Donc le webinaire sera prochainement disponible en replay sur le site Vitisphère dans un article dédié, et vous pourrez le partager autour de vous, donc sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez demain un lien pour le visionner à nouveau. Donc, je vous rappelle que la présentation est téléchargeable pour ceux qui souhaitent avoir notamment les statistiques d'Adrien via la console. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Si, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.